politique, le danger ne naît pas du bruit, mais de l'efficacité. Le moment où le système réagit vraiment, c'est quand un leader franchit la frontière entre discours et résultats, transformant la protestation en structure et l'espoir en précédent. À partir de là, les applaudissements ne protégeant plus, car la cible n'est plus une personne, mais une preuve contagieuse qu'un autre chemin est possible. Et si le point de bascule d'Ibrahim Traoré se trouvait exactement ici, quand le changement cesse d'être promis et commence à être visible, concret, imitable, ce récit promet une chose simple: comprendre pourquoi certains leaders deviennent intolérables dès qu'ils produisent des résultats. L'intérêt pour le spectateur tient en une ligne: repérer le seuil où le système cesse de tolérer. Car l'histoire ne sanctionne pas seulement le courage ou la colère, elle punit l'instant où une alternative commence à fonctionner et à s'installer dans le réel. À ce stade, la menace n'est plus personnelle, elle devient systémique, parce qu'elle ouvre une porte que d'autres peuvent même franchir sans permission. C'est précisément ce qui rend l'exemple plus dangereux que la rhétorique, et plus inquiétant que la popularité. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un symbole isolé, mais comme un test, celui de la transformation qui passe des mots aux faits. Ce cadre oblige à regarder les signes avant-coureurs, souvent silencieux au début: durcissement des récits, isolement, soupçon, pression. Et surtout, il force une question pratique: comment éviter que tout dépende d'un seul visage et que le projet s'effondre le jour où la figure centrale vacille? Le signal le plus dangereux n'est pas une foule dans la rue, mais un passage discret, quand une dissidence devient une structure qui tient debout. C'est là que le système cesse d'observer et commence à calculer, non pas l'intention, mais l'impact réel et visible sur la société. Ibrahim Traoré se retrouve alors placé dans une catégorie particulière, celle des dirigeants dont l'exemple peut être reproduit, donc multiplié, donc rendu incontrôlable. À ce stade, l'histoire suit un schéma répétitif. Elle tolère longtemps les voix qui dénoncent parce qu'elles restent dans le registre du symbole, mais elle se durcit quand apparaît une preuve concrète qu'une alternative peut fonctionner sans autorisation. La bascule n'est pas morale, elle est mécanique. L'enjeu devient le risque d'imitation. Le pouvoir établi peut absorber des discours, mais il redoute l'efficacité qui devient contagieuse. Les parallèles historiques servent ici de grille de lecture. Dans l'Union soviétique des années 70 et 80, de nombreux dissidents ont parlé, mais ce qui a vraiment inquiété, ce sont les mouvements capables d'organisation durable, comme la solidarité en Pologne. En Inde coloniale, Gandhi a été toléré tant que le mouvement ressemblait à une protestation parmi d'autres. Puis la réaction s'est durcie quand le boycott du sel a montré une coordination de masse capable d'atteindre le cœur économique de l'empire. En Bolivie, Evo Morales a déclenché une réponse plus brutale quand les réformes ont commencé à produire des effets structurels au-delà des slogans. La même logique apparaît dans le rappel de Thomas Sankara. Des réformes concrètes, des politiques publiques, une transformation rapide et une réaction internationale qui s'active. Le message implicite est constant, le système ne frappe pas parce qu'un leader est populaire. Il frappe quand il prouve que la souveraineté peut se passer de permission. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, incarne moins une figure que la question centrale. À quel moment un changement cesse d'être une promesse et devient un précédent intolérable? Pour comprendre ce mécanisme, le récit choisit un personnage guide, non pas un héros mythique, mais un leader placé sous une loupe historique. Ibrahim Traoré sert de fil conducteur parce qu'il concentre une tension que l'on retrouve ailleurs, l'écart entre l'inspiration et la survie du projet. Ce n'est pas seulement une question de discours, c'est une question de durabilité, donc de structure capable de rester debout quand l'environnement devient hostile. Très tôt, presque en silence, un premier effet se fait sentir. Les signes ne prennent pas toujours la forme d'une attaque frontale. Ils ressemblent plutôt à un durcissement progressif, récit qui change, soupçons qui s'accumulent, isolement qui s'installe, alliés qui hésitent. C'est une phase où l'on teste la solidité du changement, comme si le système mesurait la profondeur réelle des résultats, et surtout leur capacité à survivre au-delà d'une personne. Pour fixer cette idée, imaginons un cas simple. Un mouvement peut sembler invincible tant qu'il repose sur un visage unique.
puis devenir fragile dès que la pression vise le centre. La popularité dans ce schéma fonctionne comme un bruit de fond. Elle impressionne, mais elle ne protège pas. Ce qui protège, ce sont des règles, des relais, des institutions, et une logique collective qui ne s'effondre pas si la figure principale disparaît. Le point crucial ici n'est pas de juger la légitimité d'un leader, il est de comprendre la vulnérabilité répétée. Quand tout dépend d'un seul nom, l'histoire n'a qu'à attendre le moment opportun. Ibrahim Traoré apparaît alors comme une alerte vivante sur ce seuil. Et la question devient immédiate. Que reste-t-il du changement si le leader tombe ? Le déclencheur n'a presque jamais l'allure d'une explosion. Il commence par un déplacement discret dans le regard du système. Un dirigeant n'est plus perçu comme celui qui parle, mais comme celui qui produit. À partir du moment où une dynamique quitte le registre du symbole pour entrer dans celui des résultats, la réponse change de nature. Le pouvoir établi n'a pas besoin de s'émouvoir, il a besoin de réduire un risque. Et le risque central, dans le cadre fourni par la source, n'est pas l'opposition elle-même, mais la possibilité d'un précédent reproductible. La première phase ressemble à une série d'avertissements. Le ton international se durcit, certains forums deviennent plus froids et des récits d'alerte commencent à se diffuser. Ce n'est pas encore la contrainte ouverte, plutôt une montée graduelle de soupçons. Le système, tel qu'il est décrit, ne se précipite pas. Il observe, mesure, compare, puis ajuste. Ce qui est évalué n'est pas l'intention proclamée, mais le degré de visibilité des résultats. Plus une société croit qu'un changement fonctionne, plus la tentation d'imitation grandit, et plus l'alarme s'active. Puis vient un point de bascule, l'isolement. Il ne tombe pas d'un coup, il se construit par retraits successifs, comme si l'on diminuait l'air dans une pièce sans toucher au mur. Des alliés hésitent, des silences se placent au moment le plus utile. Des conseils se transforment en conditions. Les conditions deviennent des barrières et les barrières redessinent les marges de manœuvre. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'est pas ciblé pour une posture, mais pour ce que son exemple pourrait rendre pensable. Agir sans permission et obtenir un effet tangible. À ce stade, la mécanique se met à brouiller les repères. Il n'est pas nécessaire de détruire frontalement un projet, il suffit de ralentir sa respiration. Un climat de doute fragilise la confiance affaiblie réduit la capacité d'organisation et l'organisation affaiblie rend les résultats plus fragiles. C'est une réponse efficace au sens le plus froid du terme. Non pas frapper immédiatement, mais pousser le processus à s'épuiser, faute de relais, faute de protection, faute de structure. Et en bout de chaîne, les conséquences secondaires deviennent le test décisif. Quand un mouvement dépend d'un seul visage, il peut avancer vite, puis se défaire vite. La source insiste sur cette vulnérabilité récurrente. Si le changement n'est pas traduit en loi, institution ou habitude collective, il reste un moment, pas un système. Le succès initial peut même devenir une illusion de sécurité parce qu'il fait croire que l'élan suffit. Or, dans cette logique, plus un résultat paraît rapide, plus il attire une réaction, puisque le précédent devient plus crédible. Au bout du raisonnement, une idée s'impose, sans détour. Ce qui doit survivre n'est pas un nom, mais un processus. Ibrahim Traoré se retrouve alors au centre d'une question pratique, non d'un jugement moral. Le projet est-il assez décentralisé, assez institutionnalisé, assez relayé pour traverser la phase d'isolement et le brouillage? Si la réponse demeure incertaine, le déclencheur est déjà passé, le point de bascule se prépare et les répliques décideront de la durée. Pour rendre ce mécanisme lisible, l'essentiel n'est pas d'empiler des chiffres, mais d'identifier la variation qui change la nature du risque. La baseline correspond à une situation familière pour le système. Des protestations existent, des discours circulent, des figures charismatiques apparaissent, mais rien ne devient une structure durable. Le delta, lui, commence quand l'efficacité devient visible, quand une idée produit des effets concrets et quand ces effets peuvent être imités. C'est à ce moment-là que la réaction cesse d'être une posture et devient une gestion froide d'un précédent. Ibrahim Traoré, dans la logique de la source, est placé précisément sur cette ligne. Non parce qu'il parle, mais parce que l'exemple peut devenir contagieux. D'abord, la vitesse de bascule. La source insiste sur un point constant. Le pouvoir établi tolère plus facilement le bruit que l'efficacité.
Tant que l'opposition reste symbolique, le temps de tolérance peut s'étirer, mais quand une action prouve qu'elle fonctionne, la fenêtre se referme. Une phrase de clarification suffit. Plus l'efficacité apparaît tôt, plus la réponse arrive vite. Ce n'est pas une question d'émotion, mais de prévention, car le système anticipe l'effet d'entraînement avant qu'il ne se consolide. Ensuite, le potentiel de multiplication. La menace est décrite comme systémique dès qu'elle devient reproductible. Les mots utilisés dans la source tournent autour de l'idée d'exemples imitables, de précédents intolérables, de changements qui se propagent. Ici, le raisonnement est simple. Une réussite isolée peut être contenue, une réussite copiable devient une rupture. D'où l'usage de parallèles historiques. En Europe de l'Est, ce n'est pas la dissidence en soi qui a inquiété, mais la capacité d'organisation durable. En Inde, ce n'est pas le discours qui a déclenché la réaction la plus dure, mais la coordination d'un boycott touchant le cœur économique. En Bolivie, ce n'est pas la rhétorique, mais l'effet structurel des réformes qui a attiré l'hostilité. Ces exemples fonctionnent comme des mesures comparatives. Ils montrent ce qui fait passer un mouvement du tolérable à l'intolérable. Enfin, le degré de concentration sur une seule personne. La source nomme cette fragilité comme une constante tragique. Quand tout repose sur un individu, il suffit d'éliminer le centre pour exposer l'ensemble du projet. L'absence de bouclier institutionnel transforme la victoire en faiblesse. Une explication courte résume la logique, dépendre d'un visage rend le changement réversible. Ce point est central, car il relie la question de la survie politique à la question de l'architecture, et non au seul courage. À partir de ces trois indicateurs, le modèle repère entre situation de départ et bascule devient lisible. La baseline, c'est l'inspiration sans protection, le symbole sans relais, l'élan sans institution. Le delta, c'est l'efficacité visible, la coordination et la possibilité de durer au-delà du leader. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'est pas seulement un personnage. Il devient un signal d'alerte sur le seuil où le système ne demande plus si le changement est juste, mais s'il peut se reproduire. Et c'est cette question, plus que tout, qui détermine l'intensité de la réaction. L'argument le plus solide en faveur du système établi est simple. La stabilité vaut plus que l'audace. Selon cette lecture, les dirigeants transformationnels créent souvent des chocs trop rapides, et ces chocs ouvrent la porte à des ruptures incontrôlables. Un pouvoir centralisé, même imparfait, serait alors présenté comme un pare-feu. Il limite les effets secondaires, empêche la fragmentation et protège une continuité minimale. Dans cette logique, la méfiance envers un leader efficace ne serait pas une peur irrationnelle, mais une stratégie de prévention contre l'incertitude. Un second argument, tout aussi robuste, concerne la légitimité. Le système peut tolérer des protestations parce qu'elles restent dans l'ordre du discours, mais il se sent autorisé à intervenir quand une transformation s'impose sans validation externe. L'idée implicite est que la souveraineté doit passer par des couloirs reconnus, par des autorisations, par des règles fixées à l'avance, sinon chaque groupe pourrait déclarer son propre précédent et l'ordre international deviendrait instable. Dans cette version, la réaction serait donc une défense de normes, pas une attaque contre l'espoir. Mais la source retourne ses arguments en s'appuyant sur un fait central. Ce qui inquiète n'est pas le chaos, c'est la preuve qu'une alternative fonctionne. Elle affirme que le système tolère les voies inconfortables, mais qu'il ne supporte pas la multiplication des résultats tangibles. Ce n'est pas la colère qui déclenche la brutalité, c'est l'efficacité devenue contagieuse. Les exemples cités servent précisément à cela. Ils ne montrent pas des mouvements dangereux parce qu'ils crient, mais parce qu'ils organisent, coordonnent et produisent des effets visibles. La réfutation la plus décisive concerne la fragilité du changement personnalisé. Si le système voulait seulement protéger la stabilité, il chercherait à renforcer des institutions capables d'absorber la transformation. Or, le schéma décrit fait l'inverse. Il isole
il brouille, il pousse la dépendance à une figure centrale, puis il attend le moment opportun. En ce sens, la stabilité invoquée devient un prétexte et la vraie cible reste le précédent. Le problème pour le système n'est pas qu'un leader parle trop fort, mais qu'il montre que le changement peut durer. La révélation centrale n'est pas un événement spectaculaire, mais une bascule silencieuse. Le moment où le système cesse d'espérer un retour en arrière naturel. À ce stade, l'hypothèse n'est plus que le changement échoue de lui-même, mais qu'il pourrait s'installer durablement s'il n'est pas contenu. C'est précisément ce point qui modifie la nature de la réaction, la rendant plus méthodique, plus coordonnée et surtout plus urgente. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur isolé que comme un indicateur avancé. Sa situation signale que le changement a dépassé le stade de l'intention pour entrer dans celui de la faisabilité. Le danger, pour le système, n'est pas ce qui est dit publiquement, mais ce qui commence à fonctionner en pratique, même de manière imparfaite. Une alternative visible suffit à fissurer le monopole du possible. Cette révélation éclaire aussi une illusion fréquente. Croire que la phase la plus risquée est le début. La source suggère l'inverse. Le moment le plus exposé arrive après les premiers succès, quand l'élan crée une attente sociale et que le retour en arrière devient coûteux. C'est alors que les mécanismes de pression se synchronisent, non pour répondre à une crise, mais pour empêcher une normalisation. La question change donc de nature. Il ne s'agit plus de savoir si le changement est légitime, mais s'il est déjà assez réel pour mériter d'être stoppé. Les conséquences ne se mesurent pas seulement au sommet, elles se propagent par couches. Quand le système juge qu'un précédent devient intolérable, la réaction n'affecte pas uniquement le leader, elle modifie l'environnement entier, le rythme politique, l'espace de manœuvre, la confiance collective. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'est qu'un point d'entrée pour comprendre ce qui arrive à un pays quand le changement devient un risque systémique. Pour l'État, la première conséquence est une tension permanente entre accélérer et consolider. Accélérer peut produire des résultats visibles, mais consolider demande du temps, des règles, des institutions. Or, la source insiste sur un piège. Si tout repose sur une figure centrale, la structure devient vulnérable à l'isolement et au brouillage. L'État peut alors se retrouver enfermé dans une logique défensive, où chaque décision est lue comme une provocation, et où la priorité devient la survie politique plutôt que la transformation durable. La pression extérieure, dans ce schéma, n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle suffit d'être constante et coordonnée. Pour les entreprises, la conséquence la plus directe est l'incertitude. Une économie ne réagit pas seulement aux annonces, elle réagit à la stabilité des règles. Quand les récits se durcissent et que l'isolement progresse, les acteurs privés hésitent. Investir ou attendre, s'engager ou se retirer. Même sans chiffre précis, la mécanique est claire. Le doute réduit la prise de risque et la prise de risque réduite ralentit l'activité. Le changement, s'il n'est pas protégé par des institutions, peut alors perdre sa capacité à produire des bénéfices tangibles, ce qui nourrit un cercle de fragilisation. Pour les citoyens, l'impact se joue sur deux plans. D'un côté, l'espoir augmente quand les résultats semblent possibles, parce que l'idée du changement cesse d'être abstraite. De l'autre, la peur et la fatigue apparaissent quand la pression monte. Soupçons, tensions, climat de siège. La source souligne une réalité brutale. La mémoire, l'admiration et les hommages ne protègent pas les conquêtes. Ce qui protège, c'est l'organisation collective et la transformation des élans en mécanismes durables. Sans cela, la désillusion devient un risque majeur, car elle suit souvent la chute d'un centre. Pour la région, enfin, la conséquence est stratégique. La source affirme qu'un pays isolé devient une cible facile, tandis qu'une coordination régionale augmente le coût de l'arrêt du changement. Le précédent devient alors un enjeu de survie collective. Si un seul avance, il est pressé. Si plusieurs se soutiennent, la réaction devient plus coûteuse. Ibrahim Traoré sert ici de rappel. Le destin d'un projet ne dépend pas seulement de sa justice, mais de sa capacité à se protéger par des alliances, des relais et une architecture qui dépasse les noms. Dans les 6 à 12 prochains mois, le scénario de base est celui d'une tension prolongée, sans rupture spectaculaire. Le système, tel que décrit par la source, continue d'ajuster sa pression, durcissement des récits,
isolement progressif, multiplication des soupçons. Dans cette trajectoire, le changement ne s'effondre pas forcément, mais il ralentit car l'énergie est consommée par la défense plutôt que par la construction. Ibrahim Traoré resterait alors dans une zone grise, assez visible pour inquiéter, mais pas assez protégée pour neutraliser le risque de fragilité. Le scénario optimiste repose sur une idée clé de la source, décentraliser avant que la chasse n'arrive. Si les décisions, les relais et les mécanismes deviennent collectifs, la pression sur un individu perd une partie de son efficacité. Dans cette version, la transformation cesse d'être attachée à un visage unique et commence à ressembler à un processus. Le système peut encore réagir, mais il lui devient plus coûteux de stopper une dynamique dispersée. La protection vient alors d'une architecture. Institutions, règles, participation et alliances capables de tenir quand le climat se durcit. Le pire scénario est celui où le changement reste concentré et où la réaction trouve le moment parfait. La source insiste sur cette brutalité. Le pouvoir apprend à détecter, isoler, puis éliminer le centre sans détruire immédiatement tout ce qui l'entoure. Dans cette trajectoire, la chute d'un leader entraîne la chute de la cause, non parce que l'idée est fausse, mais parce qu'elle n'a pas eu le temps de devenir système. L'histoire, dans cette lecture, ne punit pas l'audace, elle punit la fragilité. Une précaution intellectuelle s'impose alors, sans prédire ni attribuer de probabilité, distinguer l'émotion de la protection. L'admiration peut mobiliser, mais elle ne remplace pas les mécanismes. La mémoire peut inspirer, mais elle ne défend pas les acquis. Si l'on veut qu'un précédent survive, il doit être rendu durable, transmissible et institutionnalisé. Autrement dit, le vrai pari n'est pas de croire en un homme, mais de construire ce qui reste quand les noms changent. À ce stade, le récit cesse d'être seulement géopolitique. Il devient personnel pour le spectateur. Car la question posée par la source n'est pas qui a raison, mais qu'est-ce qui survit. Dans la vie réelle, beaucoup de changements échouent non par manque de courage, mais par manque de protection. Et cette logique dépasse les pays. Elle concerne toute communauté qui confond l'élan avec la solidité. Pour un spectateur qui s'intéresse à la politique, le premier impact est une forme de lucidité. On comprend que le moment le plus dangereux n'est pas forcément l'entrée en scène d'un leader, mais la période où les résultats commencent à apparaître. C'est là que les récits se durcissent, que l'isolement se met en place et que la fatigue collective peut s'installer. Ibrahim Traoré sert ici de miroir. Il rappelle que la réussite attire une réaction précisément parce qu'elle prouve quelque chose. Pour un spectateur qui vit les conséquences au quotidien, l'effet est plus concret. L'incertitude devient un climat. Quand la pression augmente, tout devient plus fragile, y compris la confiance, l'organisation et la capacité à durer. La source souligne que la désillusion est l'une des pires pertes, parce qu'elle détruit la volonté collective après un espoir réel. On peut en retenir deux gestes modestes sans romantiser. D'abord, apprendre à repérer les signaux avant-coureurs. Durcissement soudain des discours, alliance inhabituelle entre rivaux, isolement progressif. Ensuite, déplacer l'attention du culte du leader vers la question des mécanismes. Quelles règles, quels relais, quelles institutions permettent au changement de survivre, même si la figure centrale disparaît. Au fond, la source propose un apprentissage simple. Admirer est facile, protéger est difficile. Et ce qui est demandé au spectateur n'est pas une croyance aveugle, mais une exigence de structure. La source propose une réponse avant même le conflit ouvert. Construire une protection structurelle, pas une protection émotionnelle. Le premier pas est la décentralisation. Avant que la pression ne devienne visible, le pouvoir doit déjà être distribué, les décisions partagées et les processus institutionnalisés. L'objectif est clair, qu'il n'existe pas un seul point à retirer pour faire tomber tout le projet. Ibrahim Traoré, dans cette logique, n'est protégé que si le changement cesse de dépendre de lui. Ensuite, concevoir un leadership remplaçable dès le premier jour. La source insiste sur ce principe comme une règle de survie. Il ne s'agit pas d'attendre un accident ou une crise, mais de créer volontairement des relais capables de continuer, d'exécuter et de porter la responsabilité. Un projet durable n'est pas celui qui a un leader irremplaçable, mais celui qui peut changer de visage sans perdre sa direction. Puis,
transformer l'inspiration en mécanisme. Cela signifie investir dans une culture d'institutionnalité. Règles, lois, mécanismes de responsabilité et cadres qui ne peuvent pas être inversés par une simple volonté individuelle. Le texte évoque l'importance de structures qui transcendent les figures, comme l'idée qu'un changement réel doit survivre au-delà de ceux qui l'ont commencé. Après cela, renforcer la coordination régionale. La source explique qu'un pays isolé est plus facile à presser, tandis qu'un front coordonné augmente le coût de l'isolement et de l'inversion. La solidarité n'est donc pas un slogan romantique, mais une exigence stratégique. Enfin, créer des espaces de pouvoir citoyen. Le texte cite l'idée de conseils dotés d'un pouvoir réel, capable d'annuler des décisions si une mobilisation suffisante se forme. Ici, le but n'est pas l'agitation permanente, mais la continuité. Faire dépendre la survie du changement d'une structure collective, pas d'un sacrifice individuel. La source revient toujours au même motif. L'histoire ne récompense pas l'inspiration, elle teste la solidité. On peut admirer un leader, on peut célébrer un moment, on peut même croire que la justice morale suffit. Mais ce récit rappelle une vérité plus froide. Ce qui dure n'est pas ce qui brille, c'est ce qui s'organise. Et c'est là que le fil conducteur rejoint son point le plus humain. Ibrahim Traoré apparaît comme une figure placée sur un carrefour, non parce qu'il serait le centre du monde, mais parce qu'il révèle un mécanisme que l'on ignore trop souvent. Le système ne tremble pas devant des mots, il tremble devant des preuves. Dès qu'un changement devient visible, concret, transmissible, il cesse d'être toléré. Et si l'on se contente d'admirer, on laisse le précédent sans défense. Le rappel essentiel est simple. Aucun progrès ne survit s'il reste attaché à un seul visage. Une cause qui dépend d'un homme peut être effacée en quelques jours. Une cause qui devient institution peut traverser les décennies. C'est le cœur de la leçon. Transformer la mémoire en préparation et l'admiration en protection. Une phrase peut clouer l'idée au sol. Le changement ne vaut que s'il dure. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'est pas seulement un nom, mais un avertissement sur ce que l'histoire exige vraiment. Au terme de ce parcours, la question n'est pas de choisir un camp par réflexe, mais de regarder le mécanisme en face. La source propose une distinction utile. Il y a l'émotion des grandes figures et il y a la tranquillité des systèmes solides. La première inspire, la seconde protège, et c'est souvent là que se joue l'avenir politique, bien plus que dans les slogans ou les hommages. Si l'on retient une idée, c'est que le changement devient vulnérable au moment même où il commence à réussir. Non parce qu'il serait illégitime, mais parce qu'il devient imitable. Ibrahim Traoré sert alors de point de départ pour une réflexion plus large. Comment une société peut-elle faire durer ce qu'elle a enfin rendu possible sans le confier à la chance ou au sacrifice d'un seul ? La discussion reste ouverte et elle concerne tout le monde. Citoyens, institutions, régions. Préférerons-nous admirer des trajectoires héroïques qui disparaissent ou construire des protections collectives qui résistent au temps et à la pression ? Si ce thème vous parle, une seule action suffit. Dire ce que vous considérez comme la meilleure protection d'un vrai changement. Une institution, une alliance, une règle ou une culture politique.